Je vais donner donc la parole au premier orateur, le docteur Jean-Christophe Friquin de Bordeaux, qui va nous parler de l'origine, de la naissance et de la vie en 2020 de la chirurgie orale en France. Michel, si tu veux présenter le docteur Friquin et sa présentation. Merci. Madame la Présidente, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, je voudrais d'abord remercier l'Académie nationale de chirurgie de cet accueil. Nous avons réussi, après une année difficile, à organiser cette séance sur la chirurgie orale et j'en suis d'autant plus heureux que nous avons pratiquement une décennie, il y a à peu près 10 ans, le DES de chirurgie orale avait vu le jour en 2011 et donc c'est à la fois un anniversaire pour cette spécialité et cette présentation. Le premier sujet, origine, naissance et vie en 2020 de la chirurgie orale en France, est fondamental. Il va pouvoir permettre de replacer les choses dans leur contexte, puisque la chirurgie orale s'est construite en filigrane de l'évolution de l'odontologie et de la stomatologie. Elle a cette particularité d'une formation à double entrée, avec des étudiants issus de la filière médecine et d'internat d'odontologie. Et je laisse donc la parole au professeur Friquin. Merci Monsieur le Président, merci aux secrétaires généraux. Donc c'est un grand honneur pour moi de vous faire cette présentation dans le cadre d'une séance commune entre l'Académie de chirurgie dentaire et l'Académie de chirurgie. Donc je vais revenir un petit peu sur les fonds baptismaux de la naissance de la chirurgie orale au début du siècle, en fait, qui trouve des liens en effet entre, s'il vous plaît, la diapositive ne passe pas, entre quand on appuie sur la flèche, là, c'est là. Okay. Donc, qui trouve sa naissance en fait dans des rapports de rapprochement et parfois de distanciation avec nos confrères stomatologues. Alors moi, je ne suis pas du tout spécialiste de l'histoire de la médecine ou de la chirurgie. Par contre, j'allais dire, commis un article dans le cadre d'un numéro spécial des 100 ans de l'information dentaire où j'ai voulu faire un petit peu un point de la spécialité et c'est au final les différents points abordés dans cet article que je vais reprendre dans cette présentation. Donc la chirurgie orale, il y a 100 ans, au final, elle n'existait pas encore. À l'époque, il y avait des écoles dentaires et des facultés de médecine. La stomatologie n'était pas encore très bien identifiée. Tout juste naîtait le premier poste facultaire de chargé de cours de stomatologie. Et à cette époque, il y avait une concurrence relativement forte entre les médecins et les dentistes pour la pratique de l'art dentaire. Et avec un argumentaire qu'on retrouve encore aujourd'hui, les médecins qui argumentaient sur la nécessité de formation médicale des dentistes et les dentistes sur la nécessité de formation dentaire. À cette époque, quelques années plus tard, des tentatives de régulation et de création de nouveaux diplômes ont vu le jour. Par exemple, en 1930, on peut citer les projets de loi des sénateurs Milan et Rio d'imposer un diplôme de médecin pour exercer l'art dentaire. Ce diplôme fut abandonné. Par contre, la conséquence fut l'obligation du baccalauréat pour entrer dans une école dentaire. Le docteur Béliard, stomatologiste des hôpitaux de Paris, devant la Confédération syndicale de médecine, a fait un plaidoyer pour la création d'un certificat de spécialité bucco-dentaire obligatoire en médecine pour exercer l'art dentaire et qui a aussi été abandonné. L'idée, c'était de ne pas segmenter le diplôme de médecin qui était omnipotent à l'époque. Parmi les autres tentatives de régulation, j'ai voulu citer ici un discours du représentant syndical de la stomatologie pour la création du certificat de spécialité. La première partie de son discours introduisait le risque qui était la présence d'une corporation organisée doublant leur spécialité avec une possibilité d'évolution autonome. Autrement dit, des chirurgiens dentistes qui allaient s'autonomiser et sortir du giron médical. Le constat, c'était des chirurgiens dentistes sans véritable culture médicale, donc déjà des arguments qui étaient relatés quelques décennies auparavant, et puis des médecins qui n'ont pas consenti l'effort d'acquérir les connaissances techniques, odontologiques indispensables à l'exercice correct de la spécialité.
Donc toujours ces arguments qui reviennent avec quelques décennies plus tard. La conséquence, exprimée par le représentant syndical, ce sont des odontologistes qui vont se sentir repoussés par les médecins et cette volonté d'autonomie de l'art dentaire qui allait s'exprimer de façon de plus en plus forte et avec le crime de lèse-majesté, création d'un doctorat en chirurgie dentaire. La demande du représentant syndical, c'était la création d'un certificat d'État obligatoire qui pourrait compléter le doctorat en médecine pour le seul exercice de la spécialité bucco-dentaire. La Confédération syndicale refusa là encore la fragmentation du diplôme de médecin en spécialité qui aurait pu permettre de rapprocher à cette époque déjà l'odontologie et la médecine. En 1942, le docteur Chaktas Hulin de Paris, qui avait une double formation, qui était médecin, chirurgien dentiste et président de la section dentaire du Conseil supérieur de l'ordre des médecins, prononça un discours qui défendait l'autonomie de l'odontologie basée sur la création d'un doctorat en chirurgie dentaire délivré par une faculté dentaire autonome. Dans les années qui suivirent, jusqu'en 1968, on note une organisation de l'odontologie, de la stomatologie, avec création de chaires d'agrégation et instituts d'odontostomatologie qui vont se créer à Paris et en province, et des écoles nationales de chirurgie dentaire autonomes, avec des enseignants publics financés qui travaillent en lien avec des centres de soins et de consultation dentaire. Il faut attendre 1968 pour voir la création des UFR d'odontologie qui deviendront plus tard UFR. C'est donc la rentrée dans le monde universitaire de l'odontologie. Ça s'est accompagné d'un droit de prescription illimité dans le cadre de la prescription de l'art dentaire et de la création du doctorat dont on parlait déjà au début du siècle, en 1973. En 1984, le CES de stomatologie a disparu au profit du DES de stomatologie dans le cadre de la réforme des études de médecine. Et en 1988 est née une surspécialité, le DESC de chirurgie maxillofaciale et stomatologie. Parallèlement, dans le monde dentaire, a été créé le diplôme d'études supérieures de chirurgie buccale, qui était un diplôme non qualifiant, réalisé sur 4 années, qui pouvait être réalisé à mi-temps ou à temps plein, avec des stages déjà dans les services de chirurgie et dans les services d'odontologie. Il faut attendre 1994 pour voir la création d'un internat non qualifiant en odontologie qui délivrait une attestation d'études approfondie. En 2011 a été créé le DES de chirurgie orale, communément appelé DESCO, avec l'originalité qui a été rappelée en introduction de cette séance, qu'il existe une double entrée médecine et dentaire, suite à l'examen national classant pour les médecins et au concours d'internat en odontologie pour les médecins. Ça n'a pas été chose simple car le Conseil de l'ordre des médecins n'a pas jugé cette formation adaptée de peur de voir un exercice illégal de la médecine réalisé par des chirurgiens dentistes. Ils ont fait un recours au niveau du Conseil d'État. Le Conseil d'État a demandé l'avis à la Cour européenne qui s'est prononcée en faveur du DESCO et qui a rejeté le recours du Conseil national de l'ordre des médecins. En 2016, force est de constater que la disparition de la stomatologie a été actée par le Conseil de l'ordre des médecins qui a créé en 2018 une commission de qualification en chirurgie orale pilotée par le Conseil de l'ordre des médecins. Cette qualification existe aussi du côté dentaire depuis 2011. Alors la chirurgie orale, c'est quoi ? C'est une spécialité, je le répète là encore, à double entrée médecine dentaire, ce qui en fait une grande richesse pour les étudiants qui peuvent échanger avec des cultures très différentes et qui s'enrichissent mutuellement. C'est aussi des stages dans des services de médecine et des services d'odontologie. Là encore, un partage de culture tout à fait enrichissant. C'est une inscription à 2 conseils de l'ordre différents, puisque les médecins restent inscrits au conseil de l'ordre des médecins et les dentistes au conseil de l'ordre des dentistes. La formation théorique comprend une remise à niveau médical et odontologique sanctionnée par un examen à la fin des 2 premières années d'études. Et d'un point de vue pratique, il y a 8 semestres, dont au moins 6 dans la spécialité, 3 en médecine et 3 en odontologie. Donc en médecine, en général, les étudiants font leur stage en chirurgie maxillofaciale, en chirurgie ORL et chirurgie plastique. De temps en temps, ils font des stages libres aux urgences, parfois en dermatologie.
Ça constitue à peu près les principaux terrains de stage de ces étudiants. Et en odontologie, ils font leur stage soit dans les services d'odontologie, soit de chirurgie orale lorsqu'ils sont identifiés. Alors la chirurgie orale, d'un point de vue des compétences médicales enseignées dans le DES, c'est quoi? C'est toutes les pathologies infectieuses de la cavité buccale et des tissus attenants, les pathologies de la muqueuse buccale, la prise en charge des douleurs orofaciales, toutes les pathologies de l'appareil éducateur et les pathologies des glandes salivaires. À côté de cette compétence médicale, il y a une compétence chirurgicale. Toujours. Voilà. Des compétences chirurgicales, bien sûr, concernent tout ce qui est chirurgie en rapport avec les dents, mais aussi toute la chirurgie des tumeurs bénignes osseuses et muqueuses de la cavité buccale, la chirurgie à visée orthodontique sous toutes ses formes, la chirurgie préprothétique des tissus mous et durs, la chirurgie préimplantaire et implantaire, la traumatologie maxillomandibulaire et les communications bucco-sinusiennes et bucco-nasales. Actuellement, il y a à peu près une trentaine d'internes formés à parité entre médecine et dentaire. Il y a 2 sociétés scientifiques qui s'intéressent à la chirurgie orale. La Société française de stomatologie, chirurgie maxillofaciale et chirurgie orale et la Société française de chirurgie orale. 2 revues françaises indexées et publiées en langue anglaise, le Journal of Stomatology and Oral Maxillofacial Surgery, and Journal of Oral Medicine and Oral Surgery. Il existe un CNP de chirurgie orale et principalement 2 syndicats, le Syndicat national de chirurgie orale et le Syndicat national des jeunes chirurgiens oraux. Alors le futur de la chirurgie orale, c'est quoi? C'est certainement un rapprochement avec la chirurgie maxillofaciale et peut-être l'évolution vers un double diplôme ou un double degré. On a vu que la construction de la chirurgie orale a été longue et difficile, qu'elle s'est inscrite sur une durée de pratiquement 90 ans. Les discussions avec les chirurgiens maxillofaciaux ont débuté il y a certainement une vingtaine d'années. Elles n'ont toujours pas abouti. Très récemment, un projet d'expérimentation mené par l'Université de Nantes et l'Université de Clermont-Ferrand visait à créer un double diplôme avec une première étape qui était le DES de chirurgie orale et une surspécialité en chirurgie maxillofaciale. Malheureusement, ce projet a échoué, certainement pour des problèmes identiques à ceux qui existaient déjà au début du siècle. Après, si on se place dans un contexte un petit peu mondial, la chirurgie maxillofaciale est une spécialité où on demande un degré dentaire dans la majorité des pays du monde. Les principaux pays dans lesquels c'est une spécialité médicale, c'est la France, l'Espagne, l'Italie et le Portugal. Mais tous les autres pays, dans tous les autres pays, c'est une spécialité où on demande un degré dentaire avec une augmentation de la compétence médicale. Donc je voulais finir un petit peu avec cette phrase de Bernard Shaw qui nous montre certainement qu'il faut faire preuve de plasticité pour envisager le changement et se projeter dans le futur. Merci. Merci infiniment de cette présentation très claire avec cette perspective historique et les différents éléments qui l'ont accompagnée. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette présentation ? Questions dans la salle ou questions sur... Vous avez parlé à propos des indications thérapeutiques de tumeurs bénignes. Est-ce que le traitement des tumeurs malignes marque la frontière actuelle entre la chirurgie orale et la chirurgie maxillofaciale? Alors, si on veut définir la capacité du chirurgien oral, je pense qu'il faut la superposer à ce qu'il existe dans le Code de santé publique pour le chirurgien dentiste, c'est-à-dire prévention, diagnostic, traitement des maladies des dents, de la bouche et des tissus attenants. Donc dans les tissus attenants, on ne peut pas aller jusqu'au curage cervical, qui est quand même largement pratiqué pour la chirurgie des tumeurs malignes, et en ce sens, la chirurgie orale aujourd'hui ne traite pas la cancérologie, pour cette raison principalement. Après, pour des toutes petites tumeurs, des T1 par exemple, on peut imaginer en effet que ça se fasse, mais bon, globalement, la chirurgie carcinologique est du domaine de la chirurgie maxillofaciale aujourd'hui. Tout à fait. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question ? Oui,
c'est pas une question, c'est plutôt un commentaire, parce qu'en écoutant votre communication, excellente, je vous en remercie, on avait l'impression de revivre l'histoire des médecins et des chirurgiens la première partie du XVIIIe siècle, où pendant des dizaines d'années, il y a eu ces querelles entre les barbiers, les chirurgiens, les médecins, et finalement, tout ça a fini par s'organiser, mais c'est vrai que c'est parfois difficile de rapprocher des professions qui sont pas si lointaines. Merci en tout cas. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Deux petites questions. Premièrement, qu'est-ce qu'on fait des vieux, c'est-à-dire des stomatos? L'ordre les qualifie ou ça n'est pas nécessaire? Qu'est-ce qu'on fait des vieux, c'est-à-dire les gens qui ont les diplômes de la génération d'avant, notamment les stomatologues et les quelques chirurgiens dentaires, comme on les appelait? Il y a une nouvelle qualification qui passe par l'ordre ou ils sont qualifiés automatiquement? Alors, avant que le recours du Conseil de l'ordre des médecins soit débouté par le Conseil d'État, en fait, l'ordre des médecins qualifiait en stomatologie les chirurgiens oraux médecins qui étaient formés pour qu'ils puissent remplacer les stomatologues. Depuis que la stomatologie a disparu, après le rejet du recours du Conseil de l'ordre des médecins, il y a eu une commission de qualification en chirurgie orale qui a été créée pour les médecins stomatologues qui veulent prendre la spécialité en chirurgie orale. Après, ça pose vraiment des problèmes, cette chirurgie orale, et d'un point de vue ordinal essentiellement, parce que c'est pas très facile. Enfin, un dentiste actuellement ne peut pas remplacer un médecin ne peut pas remplacer un dentiste. S'ils travaillent ensemble, il faut qu'ils aient une salle d'attente qui ne soit pas commune. Enfin bon, il y a encore tout un tas d'ajustements à réaliser pour qu'il y ait un diplôme commun. Il y a certainement une compétence qui globalement est commune, mais par contre, après, la mise en pratique, il y a encore des obstacles dans la mise en pratique. Et comment on intègre, je pense qu'on va peut-être en parler tout à l'heure, les gens qui sont un peu en limite, c'est-à-dire le chirurgien oral peut faire appel après à un dentiste pour fabriquer, ou un prothétiste. Pour moi, il y a une relation qui me paraît quand même encore très difficile, et finalement je résoudrais le problème en disant il faut laisser faire celui qui sait faire, ou c'est pas comme ça que ça se passe? Ça, si vous me demandez à mon avis à moi, je pense en effet que le vrai sujet c'est la compétence. Et qu'il n'y a pas d'autre sujet que la compétence en termes de santé publique. Après, il faut bien qu'il y ait une régulation. Actuellement, le chirurgien oral dentiste ne doit pas faire de soins dentaires, donc pas de prothèses, pas de soins de dents, pas d'orthodontie. C'est beaucoup plus flou pour le chirurgien oral médecin parce que le Conseil de l'ordre des médecins est beaucoup moins strict. Et actuellement, des médecins qui n'ont pas eu la formation de base vraiment en odontologie ont le droit de faire de la prothèse, alors que leur collègue chirurgien oral dentiste n'a pas le droit. Bon, c'est comme ça, c'est une régulation. Après, honnêtement, c'est une spécialité malgré tout qui est relativement charge. Il y a un besoin de santé publique qui est énorme. Si ça a été créé, c'est quand même pour un besoin de santé publique. Il n'y avait plus de stomatologues, vraiment, il y avait un déficit chronique important. Et en tout cas, le Conseil d'ordre des chirurgiens dentistes a souhaité que ce soit une compétence uniquement chirurgicale, et voilà, que ce ne soit pas un dentiste super chirurgien, mais un chirurgien. Et honnêtement, pour avoir un petit peu d'âge dans l'activité d'enseignement, le niveau chirurgical a vraiment beaucoup monté avec la création de cette spécialité. De ce point de vue-là, c'est une vraie réussite. Et au détriment du côté, moi j'ai par contre un petit regret, je dirais, au détriment du côté médical, qui reste encore un vrai problème de santé publique. Aujourd'hui, la bouche est un no man's land médical, personne ne cotait la bouche. Pour un ORL, c'est une porte d'entrée. Pour un chirurgien maxillofacial, c'est de la médecine, donc c'est pas de la chirurgie. Et du coup, le stomatologue qui avait ce rôle un petit peu médical, qu'on pensait transférer sur la chirurgie orale, au final, on se rend compte que c'est pas du tout évident, car au final, un médecin qui passe l'examen national classant pour faire de la chirurgie, c'est pas pour faire de la médecine. Et puis au final, les étudiants dentaires, c'est pareil, ils sont beaucoup plus attirés par ce côté chirurgical et abandonnent la compétence médicale qui était souhaitable initialement. Oui, je reprends la parole, donc Ville à nouveau. Si vous voulez, moi j'ai connu le même débat très compliqué au niveau de la sphère génitale féminine, puisque vous savez qu'il y a eu un très très gros débat, et même il y a encore un débat, puisque finalement est-ce que le chirurgien viscéral large peut enlever un utérus ou pas? Est-ce qu'il appartient au gynécologue obstétricien? Et ensuite, surtout, c'est la gynécologie médicale qui l'a fait, qui va. Parce qu'il y a un problème que je pense, c'est que
quand on forme des gens, et c'est des débats qui existent depuis très longtemps, depuis la suppression du CES, les plus vieux ici ont gagné des CES, et je me souviens d'un propos qui avait été fait par Bonfils au moment où on a supprimé la pédiatrie pour créer que des internes. Donc plus on forme la difficulté, c'est de former des gens qui ne font pas nécessairement quelque chose de sophistiqué, mais qui le fassent très bien. Et donc on était arrivé à un paradoxe, c'est qu'on formait des internes en pédiatrie de très très haut niveau, parce qu'ils voyaient des nourrissons de 700 grammes qui étaient en réa, et la formation hospitalière, et à plus forte raison quand on faisait un clinica, était des gens très lourdes, et on créait des gens frustrés, puisqu'après ils n'avaient pas de place pour faire cette chirurgie pédiatrique lourde, ils étaient obligés de travailler dans les PMI, etc. Et je me pose la question, c'est quand on va effectivement dans un dispensaire, et j'en ai un au coin de Luxembourg, rue la Baie de l'Épée, énorme, qui vient de se créer de chirurgie dentaire, c'est qui travaille dedans, parce qu'il y a malheureusement des soins dentaires qui sont pas très honorifiques, on va dire, par rapport au bagage chirurgical qu'on a pu avoir pendant son cursus. Donc il y a vraiment le cursus, la compétence sûrement, et puis après, le débouché, le quotidien, le rendre service à la population. Donc je trouve que c'est très très compliqué de trouver la solution, et notamment pour ce type de chirurgie. Après, quand même, les chirurgiens dentistes sont formés à faire les soins dentaires, les soins des tissus autour des dents. Donc c'est à eux qui est dévolu ce rôle et pas aux chirurgiens oraux. Je pense qu'il faut vraiment... d'ailleurs, on a un problème aujourd'hui très clair de visibilité. La chirurgie orale, c'est pas la chirurgie dentaire. C'est vraiment une activité uniquement chirurgicale. Écoutez, je vous remercie. Une dernière petite question. Est-ce que vous pouvez nous dire à peu près quel est le nombre de spécialistes qui ont un exercice en chirurgie orale? Est-ce qu'on a une idée? Une centaine? Plus? Je suis incapable de vous donner une réponse précise. Après, non, mais un ordre d'idée. Après, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a formé 30 internes depuis 2014. D'accord. Voilà. 2015, 14, 15. Pardon. Depuis 2015, on a formé 30 internes. D'accord. Et après, il y a des gens qui ont demandé la qualification via les commissions de qualification, et ça, je ne sais pas exactement. Il faut prendre en compte les enseignants qui avaient l'équivalence directement au niveau de la qualification en chirurgie orale, et tous les praticiens qui avaient fait l'ancien diplôme, le DESCB, le diplôme de chirurgie orale, et qui ont pu demander aussi la qualification. Donc ça fait quand même un pool de praticiens supérieurs. En fait, ça fait plus, ça fait 180 qui ont été formés par l'internat. Je viens de faire le calcul. Et après, peut-être une petite centaine. Une petite centaine, je pense, par la commission de qualification. Ouais. 300. Au niveau national, c'est pas énorme, parce que les stomatologistes, c'était au moins 500, voire 1000, je pense. Donc il y a encore un potentiel d'évolution avec les départs en retraite des anciens stomatologues. Bien, écoutez, nous vous remercions infiniment pour cette présentation très claire qui, je crois, permet d'introduire cette séance.